Alors, cette question, qui est à blâmer, qui est le vrai responsable, c'est une question extrêmement importante. Parce que, au niveau, j'allais dire, basique, comme on dit de nos jours, on a l'impression que le responsable, c'est le djihadiste tchétchène. Certains, comme Mélenchon, ont même fait des caricatures en mettant les Tchétchènes dans le même sac. D'autres vont dire que c'est l'idéologie djihadiste. Ça ne veut rien dire, l'idéologie djihadiste. Pourquoi? Parce que le djihadiste, celui qui tue, qui tranche la gorge, il faut le comparer à une mitraillette ou à un couteau. C'est une arme humaine, mais c'est une arme. C'est un instrument, c'est un outil. Ce qu'il faut voir, c'est l'idéologie qu'il y a derrière cet outil. Si on part du principe que le djihadiste est un outil, qui actionne l'outil? Qui actionne l'outil? Eh bien, il y a plusieurs niveaux, justement. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Le niveau le plus direct, c'est les cerveaux du djihadisme, les cerveaux de l'islamisme radical terroriste, qui ont donné un mode d'emploi sur Internet, dans des conférences, dans des cercles, un peu comme des sectes. Ils leur ont appris à visionner des vidéos, ils les ont rendus un peu hystériques, parano, ils leur ont donné à la fois une mentalité un peu sectaire, avec des visions complotistes du monde, ils les ont fanatisés contre les chrétiens, les sionistes, les athées, les blasphémateurs. Mais ceux-là, ce ne sont pas encore c'est pas le seul niveau. Donc il y a le djihadiste, c'est le bras armé. Il y a le cerveau des djihadistes, c'est un islamiste radical qui est passé au terrorisme, mais qui a quand même, lui, une formation islamiste avec une connaissance de certains textes. Mais le troisième niveau de responsabilité, celui qu'on n'a pas encore frappé, un peu, avec quelques lieux de culte qui ont été fermés, proches des frères musulmans, à mon avis, le véritable niveau de responsabilité, c'est l'idéologie qu'il y a derrière les djihadistes. Parce que je répète, le djihadiste qui tue, celui qui l'a formé, le cerveau djihadiste, ce ne sont que des gens qui sont dans l'opérationnel pour aller tuer concrètement. Mais ce n'est pas eux la matrice idéologique. La matrice idéologique, c'est les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est eux qui ont voulu rétablir le califat, combattre les laïcs partout, les blasphémateurs, les apostats, ce qu'ils appellent les ennemis de l'islam. Et leur première victime, c'était les musulmans. Les premiers assassinats commis par les frères musulmans, c'était contre des Arabes qui voulaient moderniser les pays arabes, dans les années déjà 28, 30, 40, 50. Donc voilà ce que je voulais dire par là. Et là, on revient à la France. Si on pense que ce niveau de responsabilité est également important, c'est-à-dire ceux qui ont la matrice idéologique, les frères musulmans et les salafistes, mais les frères musulmans sont également des salafistes, on l'oublie. Ça fait partie de la mouvance salafia. Eh bien, eux ont une doctrine impérialiste, suprémaciste, qui a pour but, grosso modo, et je n'invente rien, ce n'est pas mon interprétation, c'est écrit dans les textes fondateurs des frères musulmans, rétablir le califat, imposer la charia partout. Et déjà, les frères musulmans, à l'époque, déjà, qu'est-ce qu'ils disaient? Un peu comme au Pakistan, quand on a réislamisé le Pakistan, ou maintenant dans d'autres pays musulmans, hélas, ça commence toujours par l'accusation de blasphème. Comment le Pakistan est devenu beaucoup plus radical aujourd'hui, l'Indonésie, la Malaisie, ça a commencé avec des scandales autour du blasphème. On désigne un coupable qui aurait blasphémé, musulman ou pas, qui aurait porté atteinte à l'honneur des musulmans, des musulmanes. On dit qu'il y a une islamophobie, que les ennemis de l'islam se déchaînent, et à un moment ou un autre, eh bien, il y a quelqu'un un peu plus simplet qui a envie de passer à l'acte. C'est ce qui s'est passé avec ce djihadiste. Ce djihadiste, il faut le comparer à une mitraillette, un pistolet, un sabre. Il avait un sabre dans la main. Mais on peut dire que c'est lui le sabre. Ce n'est qu'un instrument. Derrière, il y a les djihadistes cerveaux, et encore derrière, il y a les frères musulmans, et là je conclurai là-dessus, qui transmettent ce qu'on appelle la paranoïa, ce que j'ai appelé la stratégie de paranoïsation. Le génie de l'islamisme, comme je l'ai écrit dans un livre à valeurs actuelles, c'est d'utiliser la paranoïsation, donc rendre les musulmans paranoïaques, en leur faisant croire que tout le monde est contre eux, en leur donnant une mentalité, mais complètement sectaire, où il n'y a que des ennemis autour d'eux, les juifs, les sionistes, les arméniens, les mauvais musulmans, les chiites, tout est mélangé. Et quand vous êtes éduqué depuis tout petit, dans l'idée que tout le monde est contre les musulmans, tout le monde est islamophobe, ils veulent tous souiller nos femmes, insulter notre prophète, détruire notre religion, ben vous devenez violent. Et c'est ça, la matrice du mal djihadiste, c'est l'idéologie de la paranoïa islamique qui en fait cache un suprémacisme islamiste. Car pour atteindre leur but, les islamistes, coupeurs de langue,
donc ceux qui motivent les coupeurs de tête, ils ont compris qu'il faut commencer par séparer les musulmans des non-musulmans. Comment les séparer? En les rendant paranoïaques. Quand le président Macron a qualifié assez rapidement l'attaque d'attaque terroriste, islamiste, djihadiste, c'était évident parce que la personne qui avait commis l'acte a très rapidement été repérée. Elle est allée elle-même à l'encontre des policiers, contrairement à d'autres terroristes des années 90 qui s'étaient cachés, ou Mohamed Merah ou Khaled Kelkal. Il n'y a pas eu une chasse à l'homme, c'était assez rapide de le trouver. Et donc, on a tout de suite vu les mots employés, les revendications ont été tout de suite vues très rapidement sur Twitter, puisqu'il a lui-même diffusé le message. Donc là, il n'y avait pas de doute, allégeance, un récit qu'on retrouve dans les kits, les modes d'emploi des grandes centrales djihadistes. Il n'a pas tout de suite fait allégeance à un mouvement en particulier, mais c'était clair qu'il était soit Al-Qaïda, soit Daesh, soit un peu les deux. Il s'inspirait de cette mouvance. Donc là, c'était évident que ça soit caractérisé ainsi. Mais la question est importante. Par exemple, dans d'autres pays comme en Angleterre, même quand c'est évident qu'on a affaire à un djihadiste, par islamiquement correct, les médias anglais qui sont beaucoup plus pro-islamistes, parce que l'Angleterre est un pays qui a énormément de capitaux et de réfugiés des pays. C'était une politique de l'Angleterre depuis très longtemps de jouer sur l'islamisme. En Angleterre, eh bien, par exemple, le traitement est très différent. Avant de pouvoir qualifier quelque chose de terroriste, il y a souvent 48 heures de différence par rapport à la France, voire parfois 3 jours. Donc, Macron, ça veut dire quoi ? Il a décidé de rompre avec la prudence. Il y a quelques mois, des attentats presque similaires, eh bien, pendant plusieurs heures, il y avait la langue de bois, la pravda à la française, où on nous disait on ne sait pas vraiment. Et là, Macron a compris que l'opinion ne supporte plus qu'on fasse croire qu'on ne sait pas, alors qu'on sait déjà que c'est un attentat. Donc voilà, il y a 2 raisons. La France est un peu moins politiquement correcte que l'Angleterre, ou d'autres pays comme la Belgique ou la Suède, mais aussi le président Macron, depuis 1 an, est très remonté contre l'islamisme séparatiste. Il a compris que c'est bien de donner les droits aux minorités, et c'est plutôt quelqu'un diversitaire. Il aime les communautés, le communautarisme, mais il a compris qu'on l'a pris pour un imbécile. Il a lui-même eu des gens qui étaient proches des islamistes frères musulmans au départ, pas loin de son staff de campagne, il y avait comme le comique Benatar, etc. Et je crois qu'il a compris qu'il a été un peu berné par les frères musulmans, qui avaient également berné Sarkozy quelques années plus tôt, et il me semble que Macron a décidé de leur montrer qu'il n'est pas bête. Terroriste. Justement, on a du mal à croire à la piste du loup solitaire, parce que son comportement, la froideur de son enquête, avec l'argent dépensé pour faire parler des élèves, le fait qu'il ait contacté 2 personnes qui avaient diffusé cette vidéo, qu'il ait eu des échanges assez importants, le fait qu'il consultait des vidéos de décapitation depuis déjà plusieurs mois, et sa famille nous fait croire qu'ils n'avaient rien détecté, alors qu'on va acheter un grand couteau. Depuis des mois, on visionne des choses assez atroces, même si c'était des fausses décapitations parfois. On a affaire à un profil typique de quelqu'un qui est déjà islamiste, parce qu'il est tchétchène, réfugié politique, sa famille... Peut-être qu'elle a menti, il paraît qu'il y a un peu d'exagération, mais sa famille, elle a peut-être menti sur le degré, mais pas sur l'origine. C'est vrai que c'est des opposants à Poutine, et ils sont plutôt pour la rébellion islamiste tchétchène, parce que depuis les années 2000, la rébellion islamiste tchétchène s'était réislamisée. Beaucoup plus. Au départ, c'était des nationalistes séparatistes. Après, ils sont devenus islamistes lorsque le djihad international wahhabite s'est greffé en Tchétchénie. Donc lui-même, dans sa famille, il a plutôt une admiration pour les combattants de l'islam, djihadistes ou les séparatistes tchétchènes très islamistes. Donc il était déjà assez facilement fanatisable. En plus, il écoute la rhétorique à la fois des islamistes frères musulmans, des salafistes et de l'extrême gauche, qui dit en permanence que la France persécute les musulmans, qu'elle les humilie, qu'elle les insulte, qu'elle se moque d'eux. Et donc, c'est pour ça que moi j'accuse les islamo-gauchistes, c'est-à-dire tant les antiracistes, indigénistes ou très gauchistes que les islamistes coupeurs de langue, ceux qui veulent vous faire taire, c'est une allégorie. Je les accuse parce que, à force de dire partout, ils nous persécutent, ils attestent finalement, ils valident le discours des islamistes djihadistes qui eux-mêmes, à chaque fois,
Il suffit de lire les revues de Daesh, ils n'arrêtent pas de dire que la France était ennemie de l'islam, que la République c'est l'ennemi de l'islam, qu'on est tous islamophobes, etc. etc. Donc il y a peut-être une part d'histoire familiale, une part de parcours personnel. Hein, il a été sensibilisé à cette cause, il a peut-être rencontré aussi des fanatiseurs professionnels. Il y a une part de web fanatisation aussi par les réseaux sociaux. Mais il y a aussi, je pense, et la preuve, il a quand même contacté ces gens qui ont mis les vidéos et qui étaient des professionnels du victimisme, eux qui n'étaient pas du tout tchétchènes, qui étaient franco-arabes et qui eux étaient liés aux frères musulmans ou à des mosquées soit salafistes, soit frères musulmans, ou qui étaient inspirés par le CCIF. Le CCIF dit qu'il n'est pas responsable, mais on sait que toute la rhétorique du CCIF, toute sa stratégie depuis des années consiste à monter la tête, comme on dit de manière populaire, monter la tête de braves musulmans que l'on veut rendre parano. Et quand vous rendez quelqu'un parano, il peut être violent, c'est évident. Alors pas tous, il y en a qui sont parano, ils restent toujours parano normal. Mais il y a beaucoup de parano qui deviennent violents, parce qu'à force de croire qu'on est entouré d'ennemis, on finit par prendre une arme. Donc cet homme, il est en partie responsable, il ne faut pas le déresponsabiliser. Mais ceux qui ont préparé sa paranoïa face à des islamophobes qu'on trouve partout, on parle même de racisme d'État. Ces gens ont même comparé, le monsieur qui a fait la vidéo avec le père de famille, Sefrioui, il a quand même comparé le sort des musulmans en France avec la Bosnie. Mais vous vous rendez compte, bientôt il allait parler de Grozny. Comme si en France, on se préparait à faire un génocide de musulmans. Et donc ça, c'est le meilleur moyen de radicaliser quelqu'un. Alors personnellement, si on me pose la question, moi je n'aime pas le blasphème, je ne le pratique pas en tant que croyant, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et je n'aime pas offenser la foi de qui que ce soit, même si cette foi me plaît ou pas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais il faut mettre de côté, c'est ce que je dis à mes élèves d'ailleurs en sciences politiques et en géopolitique, il faut mettre de côté ses convictions personnelles quand on est dans la République. La République, qu'on le veuille ou non. Alors on a le droit d'être contre ce système, mais là on va dans une théocratie. Finalement, les djihadistes sont cohérents. Ils disent, si ça ne vous plaît pas, ce système mécréant où le blasphème est permis par la loi, faites votre hijra, l'immigration. C'est relativement cohérent. Mais ceux qui ne sont pas cohérents, c'est ceux qui voudraient que la France tolère leur refus de la France, leur refus des valeurs françaises. Ils ne veulent pas faire leur immigration vers un État théocratique où on pratique la charia. Ils voudraient qu'on la pratique ici. Mais ce n'est pas les normes en place. Ils ne sont pas très cohérents. Et donc voilà, moi je pense qu'il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que l'on tue quelqu'un pour ces raisons, ce ne sera pas la dernière, mais il n'y a pas que la France. En 2004, le petit-fils du grand peintre Van Gogh, Theo Van Gogh, a pris 8 balles dans la rue, ensuite il a été achevé au couteau, et avec un message sur sa poitrine, de M. Boïri, qui était un citoyen hollandais d'origine marocaine, qui était fanatisé. Il avait regardé aussi ce que faisait Al-Qaïda, et il avait la mission de tuer un blasphémateur. C'était parce qu'il était blasphémateur. Et encore plus tôt, dans les années 90, rappelez-vous Salman Rushdie. Salman Rushdie, qui lui n'était pas un mécréant, enfin c'était pas un non-musulman, c'était un musulman d'origine, mais il avait été accusé de mécréance, d'athéisme et de blasphème lui aussi, et il y avait une fatwa de mort contre Salman Rushdie. Donc oui, c'est pas nouveau, les années 90 en Angleterre et au Pakistan, mais en Angleterre, ce qui est très très choquant, c'est que la plupart des organisations islamistes anglaises, pakistanaises, avaient validé la fatwa ou ne l'avaient pas dénoncée. C'est-à-dire que, et là c'est effrayant, il n'y a pas que le djihadiste qui aimerait tuer Salman Rushdie, Theo Van Gogh ou ce professeur, ou les gens de Charlie Hebdo. On pourrait parler aussi, 2005, les fameuses caricatures de Jyllands-Posten, le journal danois, et c'est là qu'a commencé l'affaire de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo n'a fait que reprendre des caricatures d'un journal danois qui lui-même avait été menacé de mort. Ça veut dire quoi? C'est que c'est pas que la France, même si la France est la plus laïque, la plus blasphématrice, même les sociétés beaucoup plus tolérantes comme la Hollande, la Suède, le Danemark, l'Angleterre, qui est très tolérante envers l'islamisme, même là, les islamistes ne seront jamais satisfaits. Parce que leur vrai but, en fait, ils prennent des prétextes de blasphème pour dire qu'ils se sentent offensés. Mais même dans les pays qui sont les plus tolérants
envers l'islam, comme l'Angleterre. Ils ont trouvé quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé d'anglais qui crachait sur le prophète, alors ils ont trouvé un écrivain qui, en fait, moi j'ai lu le livre, j'ai même pas vu là où il y avait une insulte. Hein. Ça avait beau s'appeler les versets sataniques, c'était en fait une sorte de roman d'érudit extrêmement difficile à comprendre. Il n'y avait pas d'insultes vulgaires, il n'y avait pas de caricatures, mais c'était une affaire encore plus grande que celle de Theo Van Gogh et de Samuel Paty, même si on n'a pas réussi à le tuer. Toute l'Angleterre était dans un débat extrêmement violent, et il y a des milliers de gens qui défilaient dans les rues pour dire « à mort Salman Rushdie ». Donc on voit bien le problème du blasphème. Il n'est pas lié qu'au djihadisme. Il n'est même pas lié qu'aux frères musulmans ou aux salafistes. Il est lié au monde musulman qui, en général, ne tolère pas le blasphème. Alors vous me direz, est-ce que ça provoque, en dehors du fait que ça peut être considéré comme une provocation, vous, par exemple, si vous êtes provoqué dans votre foi, allez-vous tuer? Eh bien non. Eh bien, il y a plein de gens qui vont être peinés. Moi, ça me fait de la peine. Si on insulte ma foi devant moi et qu'on insulte Dieu et le Christ pendant 1 heure devant moi, je ne vais pas être content. Ça ne va pas me faire plaisir. Mais de là à vouloir appliquer la peine de mort, il y a un gouffre. Donc, même s'il y avait une offense, comme le suggère votre question, rien ne justifie une attitude totalitaire de barbarie. Et donc c'est là qu'on n'est pas obligé, comment dirais-je, de faire des lois pour condamner l'offense qui serait soi-disant l'offense envers les musulmans quand il y a eu un blasphème, parce que la prochaine étape, ce sera d'autres pans de la loi islamique. Si un jour l'Occident, par exemple, ne fait plus aucune caricature, seuls les naïfs peuvent croire que les islamistes radicaux qui veulent instrumentaliser les musulmans en Europe vont dire bah, « maintenant l'Europe est parfaite ». On va dire « l'Europe est merveilleuse ». Non, ils auront d'autres prétextes. Ça va être, ce qui nous offense, c'est quand on est dans la rue, il y a des femmes en jupe. Ils disent, à chaque fois qu'on voit une femme en jupe, c'est une offense. Et ils commenceront, d'ailleurs ça se passe en Angleterre, à vitrioler les femmes en jupe. Il y a plein de femmes, alors souvent c'est les musulmanes, parce qu'ils commencent par leur brebis, hein, ils balayent devant leur porte. Les islamistes ont réussi à faire, comme au Pakistan, à faire diminuer presque à un niveau presque de zéro. Hein, les musulmans en Angleterre, anglais ou étrangers, musulmanes, enfin les musulmanes, pardon, de plus en plus ont peur de sortir non voilés ou tout simplement, alors là, habillés en occidental. Parce que il y a des milliers de personnes qui ont déjà reçu de l'acide dans la figure à Londres ou dans d'autres villes d'Angleterre. Donc vous voyez, si ce n'est pas le blasphème, ce sera la mini-jupe, après ce sera, je ne sais pas, rien que le fait de critiquer l'islam, ou de mettre une opinion, ou ce sera le fait de subir un cours de Voltaire, ce sera considéré comme une offense, et il y aura un crime contre celui qui aura enseigné Voltaire. Même si Voltaire, on ne montre pas sa pièce sur Mahomet, même si c'est juste ses propos sur Dieu. Donc, ou sur les religions en général. On trouvera tout. Ou alors Marx. Il y en a qui diront, ben Marx, il était athée, ce sera considéré comme une offense à l'islam d'enseigner le plus grand des philosophes et totalitaires athées. Donc, ce n'est pas le vrai problème, en fait. Alors, ces vidéos, moi, je n'ai pas de mots pour qualifier ceux qui ont mis, l'acte de ceux qui ont mis ces vidéos en ligne. Et quelque part, c'est pas pour excuser le djihadiste, mais c'est eux les vrais responsables. Parce que ce monsieur, peut-être, aurait-il fait un autre attentat, peut-être, peut-être pas. Mais ce que l'on sait, c'est que ce professeur-là, il a été tué à cause des vidéos. Peut-être qu'M. Anzorov aurait tué quelqu'un d'autre. Mais ce prof-là serait en vie sans ces vidéos. Parce que ces vidéos ont donné des informations, ont scandalisé ce djihadiste qui a voulu se faire justicier. Il a fait son enquête, il a retrouvé la cible de ces deux islamistes acharnés, dont surtout Sefrioui, qui est un professionnel de l'agit-prop. Il l'a retrouvé et il l'a tué. Sans ces vidéos, ce djihadiste n'aurait même pas entendu parler de ce prof, parce qu'il y a plein de profs qui ont montré les caricatures, pas tous, mais il y a beaucoup de profs, de journalistes qui ont montré des caricatures de Mahomet. Donc il s'en serait peut-être pris à quelqu'un d'autre, mais celui-là serait encore vivant sans les vidéos. Donc on peut dire, et je pense que la loi va quand même punir au moins ce monsieur Sefrioui, peut-être aussi le parent d'élève, parce qu'il a menti sciemment avec sa fille, il y a une manipulation qui avait pour but de nuire à la personne et à le lyncher, même si ce n'est pas un appel au meurtre direct. Moi je pense qu'on peut parler de crime
de complicité de crime, c'est clair. On pourrait même parler de complicité de terrorisme, puisque quand on appelle à lyncher quelqu'un et qu'on donne son numéro de téléphone et son adresse, on n'est quand même pas très loin d'une délation visant à tuer quelqu'un. On sait très bien que si on monte la tête de gens et qu'on est soi-même un fanatique et qu'on s'adresse à un public de fanatiques, qu'on dit qu'il faut dire stop à cela, on compare ce que fait ce prof au génocide en Bosnie. Et après, on donne le nom du génocideur. C'est quand même très très proche d'un appel, comme un mafieux en Sicile, à une époque, un mafieux en Sicile, il disait jamais « Allez tuer Paolo Dal Lago ». Il faisait des signes avec des mains, des petits regards, quand on parlait d'un tel, qui voulait dire « Vas-y », comme ça, il n'y a aucune preuve, même si on l'a filmé, qu'il a dit, mais il y avait une invitation à. Donc moi je pense que ces gens doivent être condamnés lourdement, mais pas que. Tous ceux qui ont insulté la France en parlant de racisme d'État, des gens qui ont touché des allocations, des gens qui ont été naturalisés, des gens qui ont touché du chômage, des gens qui ont touché plein d'aides, des gens qui bénéficient des hôpitaux, des routes, de toutes les aides, des gens qui ont même été employés de l'éducation nationale. Ce monsieur Sefrioui, il s'est même vanté d'avoir été employé de l'éducation nationale. Donc des gens qui ont mangé dans la gamelle France, et qui ont été accueillis par ce pays, parce que ce Sefrioui était mal vu au Maroc, il était déjà islamiste au Maroc. Ils remercient leur pays d'accueil en tuant un des symboles de toute nation, le professeur, l'enseignant. Donc moi je pense qu'il faudrait une punition exemplaire contre ces gens, mais il faudrait aussi interdire toutes les associations qui dépassent la limite. À mon avis, le bon antiracisme, c'est qualifier de raciste celui dont on a la preuve qu'il a commis un acte de type raciste, c'est-à-dire avec une idée de suprématie du sang. Il y a des peuples inférieurs et supérieurs. C'est ça le racisme. Mais quelqu'un qui fait passer pour racisme d'État le fait que la France soit laïque et qui ne se contente pas de dénoncer des racismes qui peuvent exister, d'ailleurs pas que chez les Blancs, partout. Il y a du racisme aussi de Noirs envers les Blancs, d'Arabes envers les Juifs, d'Arabes envers les Noirs, de Noirs envers les Arabes, de Blancs envers... Tout le monde dans toute société, il y a des racistes. Mais ceux qui font croire que la France serait structurellement raciste et génocidaire, en comparant systématiquement les lois laïques de l'État français à des déportations, non seulement c'est abject, mais si on n'est pas dans le jugement de morale et dans l'objectivité, c'est totalement contraire non seulement à la décence, comme dit John Locke, mais aussi même aux valeurs et même à la Constitution et au droit français. C'est un appel à l'insurrection contre les institutions. Et la loi permet de punir ceux qui s'insurgent contre les institutions. Alors ça déplaira aux gauchistes, aux révolutionnaires, aux anarchos, aux Black Blocs. Je sais que pour eux c'est un droit de tout casser, de tout déstabiliser. Mais c'est condamné par la loi. Il est temps que la loi revienne et c'est pour ça que, moi, contrairement à d'autres, je ne parle pas que des islamistes, hein. Je parle aussi beaucoup du communisme. Et alors, il y en a qui... Récemment, Darmarin a dit « Oui, mais il faudra aussi condamner le suprémacisme d'extrême droite. » Mais je crois qu'il a oublié le troisième. Il a dit « Il faut condamner les islamistes séparatistes. » Du coup, pour ne pas avoir l'air islamophobe, il a dit « Mais également l'extrême droite. » Mais il oublie l'extrême gauche. Aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, je ne parle pas de l'Allemagne de l'Est, hein, excepté, mais dans les pays d'Europe de l'Ouest hors Allemagne, la plupart des crimes de type idéologique sont commis par des islamistes, alors ils sont premiers, et par des gens d'extrême gauche. Il y a très peu, heureusement, en tout cas en Europe de l'Ouest, de crimes commis par des gens qui seraient populistes ou d'extrême droite. Je mets la Nouvelle-Zélande à part et l'Allemagne de l'Est à part, où effectivement là ça existe. Mais en Europe de l'Ouest, Bisonoursland, l'extrême gauche tue, intimide, casse, déstabilise, beaucoup plus que les soi-disant populistes qui seraient, pour certains, même, il y a même des gens qui disent que les populistes, c'est l'équivalent des djihadistes. Enfin, c'est complètement absurde. On l'a même entendu à un moment dans la bouche, que pourtant quelqu'un qui est compétent et que j'aime bien, Gilles Kepel, qui à un moment comparait les identitaires, qui tuent personne en France, je ne sais pas des leurs, mais ils tuent personne, c'est des populistes, et comparer les identitaires populistes aux djihadistes, enfin, c'est quand même outrancier. Et l'extrême gauche est beaucoup plus violente que les identitaires. L'extrême gauche active, qui appelle systématiquement à faire des manifestations, à être violent, qui régulièrement agresse des gens, qui empêche des meetings, des réunions, qui vont systématiquement troubler l'ordre public, qui ont infiltré les Gilets jaunes avec les violences que l'on sait.
tous ces gens-là mériteraient aussi d'être rappelés à l'ordre. Et moi, je pense que le problème, en fait, de fond, il ne faut pas fixer non plus sur les musulmans ou l'islamisme. Le problème de fond, c'est que l'occidental culpabilisé pour se faire pardonner les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qui sont effectivement horribles, mais il fait n'importe quoi. L'occidental croit que pour faire oublier le nationalisme hitlérien, qui en fait était plus de l'impérialisme que du nationalisme, eh bien l'occidental croit que c'est l'État-nation lui-même qu'il faut abandonner. En gros, l'idée un peu de Foucault ou d'autres philosophes, ce serait la nation serait substantiellement une forme de nazisme. Quelque part, un État-nation, c'est ce que disaient les 68ards, CRS, SS. C'est ça le vrai problème de l'Occident. Et c'est pour ça que si on avait gardé cette notion de patrie, de suprématie de la loi, et surtout le côté weberien, seul l'État a le droit d'utiliser le monopole de la violence, il a le monopole de la violence légitime, de la coercition légitime. Si on en était resté là, c'est-à-dire c'est la base de la démocratie, c'est pas n'importe qui a le droit d'utiliser la violence, c'est uniquement l'État. Et le fait d'être sorti de ça, aujourd'hui, vous remarquerez, on a beaucoup plus pleuré la mort de M. Traoré, voyou, prédateur, qui a violé, frappé, fait frapper, qui a fait des extorsions de fonds, un véritable prédateur multicondamné, a suscité plus d'émotions, de manifestations et de médiatisation, ça qui est grave que les médias, que de nombreux flics qui sont tués chaque année, ou que des pères de famille pendant les insurrections de 2005. 0 émeutier furent tués, mais 2 pères de famille furent tués. On n'en a même pas parlé dans les médias. Ça veut dire qu'on s'est peu habitué, et c'est pareil pour les États-Unis. Pendant les manifestations du Black Lives Matter, un homme qui était aussi un voyou a été tué par un flic, c'est regrettable, parce que là, c'était vraiment, contrairement à Traoré, qui était tué en fait, accidentellement, et les policiers, 2 étaient noirs, donc c'est pas du racisme. En Amérique, c'est peut-être pas du racisme, c'est un sadique, un flic sadique. Mais n'empêche qu'on a plus parlé de ce voyou qui malheureusement est mort à cause d'un flic sadique, que plusieurs personnes qui ont été tuées pendant les manifestations du Black Lives Matter. Ça veut dire que dans les démocraties occidentales, on dirait que l'insurgé, le rebelle, le voyou, sa mort est plus grave que la mort du commerçant qui défend son commerce face à des émeutiers, ou le flic qui va rétablir l'ordre parce qu'il est en course pour poursuite avec quelqu'un qui a eu un accident. Je ne pense pas que ces attentats ont à voir avec la pandémie et le coronavirus. Je pense plutôt que Daesh n'est pas mort. Daesh a été vaincu territorialement. Et un mouvement, quand il perd du territoire, il perd de l'argent, ce qu'il pouvait vendre, le pétrole, le textile notamment pour Daesh. Il perd des moyens. Pour retrouver des moyens, il faut retrouver des combattants. Et pour trouver des combattants, c'est comme la publicité, il faut être médiatisé. Il faut qu'il y ait des événements qui rappellent qu'on existe, qui donnent de la fierté à tous tous les frustrés paranoïsés, parce que, vous savez, il y a peut-être que 2 ou 3 djihadistes qui passent à l'acte tous les 6 mois ou tous les 3 mois, mais on a un réservoir de plusieurs milliers de personnes, entre les revenants, ceux qui n'ont pas pu partir, ceux qui sont nouvellement radicalisés. Il y a plusieurs milliers de personnes, rien qu'en France, qui rêveraient de couper des têtes pour des organisations djihadistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte, mais ils sont là, c'est un véritable vivier. Donc Daesh ou d'autres organisations ont compris que pour renaître de leurs cendres, il faut de nouveaux adhérents. Et comment on crée des adhérents ? Parce qu'il y a quand même plein de gens qui adhèrent dans leur cœur. Et je m'excuse de le dire, c'est très choquant, mais dans beaucoup de pays occidentaux, il y a un réservoir de gens dont le cœur est Daesh, le cœur est Al-Qaïda. La preuve, quand on tue des blasphémateurs, des mécréants, ou parfois même des passants innocents, enfin innocents, ils sont tous innocents, mais qui ne sont même pas spécialement mécréants, au hasard, parfois il y a même des musulmans qui sont tués, eh bien, à chaque fois que des actes djihadistes sont commis contre des apostats ou des mécréants, on a très souvent dans des quartiers, et les policiers sont effrayés, alors c'est sûr quand c'est un blasphémateur, un blanc-bec, un juif, un chrétien qui est tué, là ça s'appelait encore plus, on a des manifestations de joie dans des quartiers. Je ne dis pas tout le quartier, mais on a des gens qui par centaines disent « c'est super, il a bien mérité ce mécréant, ce flic, cette fille en mini-jupe, ce flic, ce prêtre égorgé dans son église. » Il y a plein de gens qui sont contents. Et donc Daesh le sait,
qui est un vivier, qui n'est pas le terrorisme officiel. C'est des gens qui ils sont fascinés par la violence, de même que quelqu'un peut être... Vous savez, les psychopathes reçoivent beaucoup de lettres. Il y a plein de gens qui sont fascinés par les psychopathes. Ils leur écrivent. Il y a même des femmes qui vont se marier avec des psychopathes en cellule. Donc la violence, alors elle attire que les gens qui sont un peu déséquilibrés, mais la violence la plus barbare, elle a toujours fasciné une proportion de n'importe quelle société. Daesh le sait. Il y a une proportion de psychopathes dans n'importe quelle société, et il y a une proportion de gens faibles fascinés par la violence. Ils vont être attirés comme un aimant. Et ceux-là, on va les actionner régulièrement pour refaire parler de Daesh ou d'Al-Qaïda ou tout simplement du djihadisme. C'est devenu un logo qui fait penser tout de suite à... ou du califat, ça fait penser. Et donc l'idée, c'est que on va recruter de nouvelles personnes, parce que plus on en parle, plus le réservoir de ceux qui ont un cœur djihadiste vont se sentir, on existe encore, on n'est pas foutu. Parce que vous savez, il n'y a rien de pire que de démoraliser les troupes. S'il ne se passe rien pendant des mois, il y a des gens qui vont être, comme des armées, démobilisés. Par contre, si on enregistre des succès et que régulièrement on fait taire un gauchiste blasphémateur, un Charlie Hebdo, un prêtre, un sioniste, une des forces de l'ordre, eh bien on va se sentir galvanisé. Finalement, si on continue comme ça, on aura le califat, on peut faire plier plus fort que nous. Et c'est ça, ce qui se passe en ce moment. C'est qu'il faut qu'il y ait au moins un djihadisme de petite intensité ou un djihadisme low cost, en attendant d'avoir les moyens de refaire des grosses opérations comme le Bataclan. Continuons à chaque fois à faire des piqûres de rappel. Il faut que le mécréant sente qu'il ne sera jamais délivré. Il n'aura jamais la paix. Ce n'est pas mon interprétation, c'est dans les textes de Daesh et même d'autres de Al-Qaïda, notamment Abu Bakr Naji, un grand idéologue d'Al-Qaïda, mais c'est aussi dans les écrits de l'ancien porte-parole Adnani de Daesh, c'était très bien théorisé. Il faut systématiquement maintenir la pression, que l'effroi continue à se répandre dans les cœurs des mécréants. Donc c'est réussi. Le djihadisme classe, de grande ampleur, comme le djihadisme, prolo et low cost, dans les deux cas, ils maintiennent une pression et ils rappellent à n'importe quel mécréant qu'il n'est jamais à l'abri, nulle part. Même le gauchiste, même le professeur très gentil, adhérent à un syndicat de gauche, très tolérant, qui dit aux musulmans « je ne vais pas vous offenser, sortez de la classe », ça ne l'a pas épargné. Parce que si on ne tue que les méchants islamophobes d'extrême droite ou sionistes ou quelques hommes politiques, ça ne suffira pas. Parce que les gens se diront, il suffit de ne pas être Le Pen, de ne pas être un homme politique, de ne pas être un flic, et on sera pas, ou un juif, et on ne sera jamais touché. Pour que tout le monde ait peur, il faut que régulièrement, des gens de publics différents soient tués. Et parfois même des musulmans, pour que les musulmans soient les premiers à avoir peur. Donc c'est une stratégie, je vais peut-être vous choquer, c'est ce que j'appelle le génie de l'islamisme, la stratégie de l'intimidation, que ce soit l'intimidation en vous traitant d'islamophobe ou l'intimidation en vous disant que vous allez mourir ou en vous tuant directement, cette stratégie de l'intimidation fait que une minorité extrêmement faible va finir par faire plier une majorité. D'ailleurs en Europe, il n'y a plus beaucoup de pays qui osent, dans la télévision publique ou dans des grands journaux, publier les caricatures. En Angleterre, c'est interdit. En Suède aussi, en Belgique aussi. Alors, les plus dangereux, de loin, ça reste aujourd'hui, bien sûr, les deux concurrents Daesh, Al-Qaïda. Tantôt Daesh est plus fort, tantôt c'est Al-Qaïda, ça dépend des zones. Dans la zone AFPAC, c'est plutôt Al-Qaïda. En Afrique, ça se partage. C'est vraiment... bon, même si Daesh, c'est pas vraiment Daesh en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, c'est des mouvements qui existent depuis très longtemps, qui se sont rattachés. Mais ceux qui sont plutôt du côté de Daesh, c'est Boko Haram. D'autres, comme en Somalie, ça va être plutôt des gens pro-Al-Qaïda ou au Soudan. Ça dépend des pays. Mais on peut dire qu'il y a ces deux grandes centrales. Et il y a plein de mouvements djihadistes qui existent en fait depuis assez longtemps, certains depuis les années 70, mais qui ont changé de nom régulièrement. Par exemple, aux Philippines, c'est des mouvements terroristes qui existent depuis très longtemps. Pendant la guerre froide, ils étaient plutôt liés à la Libye ou même parfois à des pays communistes. Alors, on disait presque, c'était des rebelles presque marxistes. Non, c'était déjà des islamistes, sauf que leur sponsor était différent. Ensuite, ils ont montré plus leur couleur islamiste une fois qu'il n'y avait plus la guerre froide. Donc, on a plein de mouvements qui ont des dizaines d'années, qui ont plusieurs décennies. Alors, la question de pourquoi agir seul, elle est très intéressante, parce qu'il y a deux théories.
soit c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire une opération de grande envergure. Première théorie. Deuxième théorie, mettez-vous à la place de votre cerveau quand il est en mode inconscient. En mode conscient, on analyse de manière rationnelle. En mode inconscient, mon cerveau, il voit à la télévision un type, il était tout seul, il a agi tout seul, il a fait froidement son crime, il a été pris par la police, il ne s'est pas rendu, et il est allé à l'encontre de la police qui avait des fusils mitrailleurs, il est allé à leur rencontre avec un pistolet à billes, et en fait, après, il les a chargés avec un couteau. Ce qu'ont fait tant d'autres. Votre conscient, il se dit, c'est un cinglé, c'est un fou, il est tout seul, ils n'ont pas d'équipe. Mais votre inconscient, il se dit, si nous étions aussi nombreux qu'eux, ou plutôt, s'il y avait autant de gens comme eux, que d'occidentaux mécréants anti-djihadistes, ils nous détruiraient en 5 minutes. C'est-à-dire qu'à armes égales, ou à nombre d'individus égaux, ils sont 1000 fois plus courageux que nous. Et c'est ce que j'appelle le génie de l'islamisme djihadiste. C'est grâce à la médiatisation d'attentats de grande ou de petite envergure, systématiquement, ça se termine par un suicide, parce que le djihadiste ne se rend pas, comme les plus grands combattants mongols. Il pratique la stratégie de la terreur, de la sidération, ou alors comme les Japonais kamikazes ou les nazis, il va jusqu'au bout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire attention occidental qui a peur de mourir, occidental qui est effrayé à l'idée de vieillir, occidental qui a plus peur, qui a peur de la mort alors que nous la chérissons, c'est ce que disent tous les islamistes. Pourquoi ils disent tout le temps vous aimez autant la vie que nous la mort? Sous-entendu, la théorie du maître de l'esclave de Hegel, celui qui a peur de la mort deviendra un esclave, parce que pour ne pas mourir, il se soumettra. Celui qui n'a pas peur de la mort, soit il mourra, soit il vaincra. Et donc le message est extrêmement, c'est peut-être choquant ce que je veux dire, c'est intelligent, c'est cynique, c'est stratège, d'accord, mais c'est aussi intelligent, parce que ça fait appel à des lois de l'humain, et même de l'animal. La violence est sidératrice, la violence est un aimant, la violence fascine, et celui qui n'a pas autant de courage, entre guillemets, on avait accusé Zemmour d'avoir flatté les djihadistes, un jour il avait dit finalement, ils ont plein de défauts, mais ils ont du courage. C'est pas faux, c'est peut-être un courage fanatique, mais l'occidental qui prend des cachets à l'idée de mourir, et qui ne veut zéro mort quand il fait des guerres en Irak ou en Afghanistan, il bombarde des populations, ça fait plein de victimes innocentes, mettez-vous à la place de ce djihadiste. Quand les djihadistes disent « Vous les Occidentaux, vous n'envoyez pas trop de gens mourir au sol parce que vous êtes lâches, vous bombardez de très loin et vous tuez nos familles quand vous tuez un djihadiste. » Le pire, c'est que objectivement, ce n'est pas entièrement faux. Attention, je ne dis pas que le djihadiste a raison, mais les faits sont là. Comme on ne veut pas de mort au sol, on bombarde de manière purement aérienne de très loin, et les rares troupes au sol qu'on a, c'est quelques services spéciaux et des gens qu'on recrute un peu partout. Des Kurdes par-ci, des milices par-là. Donc en fait, l'image que l'on a, et que les djihadistes nous renvoient de nous-mêmes, c'est peut-être exagéré, parce que moi je pense qu'il y a quand même des gens courageux en Occident. Mais l'image que veulent nous renvoyer les djihadistes, c'est que nous sommes fondamentalement lâches, et que la seule différence entre eux et nous, la seule raison pour laquelle ils n'ont pas encore gagné, c'est que nous avons un armement supérieur. Mais leur message, c'est quoi? Le jour où nous avons les mêmes armes que vous, c'est nous qui gagnons puisque vous avez peur de mourir. Et là, je dis que c'est génial d'un point de vue stratégique. Il ne faut pas sous-estimer les djihadistes. Les coupeurs de tête ne sont pas plus stupides que les coupeurs de langue. Ils se partagent les rôles. Le frère musulman coupeur de langue, il va fanatiser par la paranoïa de la lutte contre l'islamophobie, mais de manière presque légale. Le coupeur de tête, il va achever le travail et montrer les conseils, un peu comme Al Capone. Voilà, si vous n'avez pas écouté le conseil du coupeur de langue, c'est la tête qui sera coupée. Alors là, c'est très simple, c'était un débat que j'avais récemment chez Morandini avec une invitée qui disait « l'immigration n'a rien à voir avec l'islamisme ». Alors c'est vrai qu'il y a des terroristes qui sont nés en France, certains c'est des convertis, moins que les autres, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, presque 40% dans les milieux, dans les mouvances islamistes. Chez ceux qui passent à l'acte, encore un peu moins quand même. Mais il y a pas mal de convertis, ok. Puis il y a pas mal de Français, parce que pour moi c'est des Français aussi. Hein. Quelqu'un qui est d'origine immigrée, s'il est français, il a autant de droits, il est autant français que vous et moi.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi des Français. Mais comment est arrivé l'islam en France? Comment est arrivé l'islamisme? Je distingue les deux d'ailleurs. Hein. L'islam comme l'islamisme, donc tout ce qui a trait au monde musulman, n'est pas arrivé par hasard. C'est pas d'un coup, la France avec ses clochers, qui étaient à 99% chrétiennes, elle n'est pas d'un coup passée à un pays qui n'arrive plus à contrôler des quartiers islamiques, où les filles ont peur des mini-jupes, et où les djihadistes surgissent chaque mois ou chaque semaine. Bien évidemment que tout cela a été apporté par les flux migratoires. Alors, bien entendu aussi qu'on peut intégrer. Moi, je suis intégrationniste. Je ne suis pas du tout comme certains qui pensent que pour régler le problème, il faut expulser les étrangers ou arrêter totalement l'immigration. Non, l'immigration, c'est une bonne chose quand elle est intégrable. C'est une très dangereuse chose quand elle n'est pas intégrable. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à intégrer parce qu'à un moment, il y a un effet de nombre. Même si vous faites attention au niveau des mosquées, des centres islamiques, l'effet de nombre, le fait qu'il y a 400 000 qui arrivent, 400 000 personnes qui arrivent chaque année, dont une majorité de personnes, je compte aussi les illégaux, les mineurs non accompagnés, etc., eh bien, comme on sait que le monde musulman est en voie de radicalisation depuis des années, qu'il y a de plus en plus d'islamistes, j'en parlais à un élève, il y a 10 fois plus de femmes voilées dans les pays musulmans qu'il y a 50 ans. Son père lui-même le constatait, il suffit de voir les photos, les films. Donc, et là, ce n'est pas une critique, hein, c'est objectif, c'est leur droit à la limite. Le monde musulman se réislamise de plus en plus. On est de plus en plus puritains ou islamistes, les femmes sont de moins en moins non voilées, de moins en moins en mini-jupe, et il y a des partis politiques frères musulmans qui gagnent des élections régulièrement. Donc forcément, tant que l'immigration continue, ça va augmenter le nombre de personnes, parce que malheureusement, l'immigration, elle n'est pas choisie. Ce n'est pas les démocrates qu'on reçoit uniquement. Ce n'est pas uniquement les laïcs, les démocrates, les chrétiens d'Orient, persécutés, les Arméniens, les Coptes. Non. Quand les Européens croient que pour montrer qu'on n'est pas raciste, il faut accueillir sans discrimination. Et on met au même niveau l'islamiste qui vit en Europe avec son islamisme radical anti-occidental et anti-juif et anti-chrétien, on le met au même niveau que le chrétien d'Orient qui parfois a plus de difficultés pour trouver un visa que des familles qui bénéficient du regroupement familial parce qu'ils ont déjà des gens ici. C'est pas normal. Il est temps que l'immigration soit désignée non pas comme le coupable de tous les maux, c'est pas ça. Il ne faut pas se justifier à ceux qui disent « oui, vous êtes des xénophobes dès que vous parlez d'immigration ». Il ne faut pas se laisser impressionner. L'immigration, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est bonne quand elle est intégrable, c'est-à-dire qu'on va faire devenir eux, nous. Ils vont finir, moi je n'ai pas une goutte de sang français, mais ça ne me gêne pas d'apprendre les Gaulois à nos ancêtres. Ça ne me gêne pas. Même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la légende. C'est comme pour certains mythes religieux, c'est la légende nationale. Alors, l'Europe n'a pas été en mesure de régler ce problème, de choisir l'immigration, d'avoir une migration choisie et intégrable, pour deux raisons principalement. Premièrement, l'Europe est traumatisée, c'est ce que Gilles William Goldnadel, mais aussi même des philosophes comme Léo Strauss avaient déjà identifié en 1953, dans Droit naturel et histoire, le grand philosophe juif allemand, réfugié aux États-Unis, Léo Strauss, a dit le séisme, ce que dit Goldnadel sous le nom de séisme, lui il disait le traumatisme, l'horreur absolue, indépassable de la Shoah est tellement monstrueux, et l'horreur du nazisme en général, que les manipulateurs, et c'est un juif allemand qui a fui le nazisme qui le dit, et Léo Strauss dit, ça s'appelle la réductio ad Hitlerum, c'est tellement dense, chargé émotionnellement, que tous les manipulateurs qui voudront gagner un débat, il suffira qu'ils vous traitent de nazis pour vous faire baisser la garde et pour vous empêcher de continuer leur démonstration. Il suffira de dire votre démonstration est nazie ou comme Hitler pour que votre démonstration n'ait plus aucune valeur. Et aujourd'hui, on peut dire que la réductio ad Hitlerum a littéralement hypnotisé ou inhibé, abréactionné les peuples européens totalement culpabilisés. Ce que j'appelle la culpabilisation vraiment pathologique. Deuxième raison, pour se construire, l'Union européenne a besoin de détruire les nationalismes et même, malheureusement, les patriotismes et le souverainisme et la souveraineté nationale. On ne pourra pas faire une Europe fédérale tant qu'il y aura les égoïsmes nationaux. Donc l'Europe a été prise à son propre piège, c'était une bonne idée l'Europe, mais quand elle a voulu devenir un peu fédérale, dans les années 90, on est passé d'une Europe des nations, que voulaient les pères fondateurs, à une Europe qui avait déjà des prétentions fédérales. En fait, c'est Maastricht et l'euro qui annonçaient cette fédéralisation. Mais pour faire une nation européenne, il faut détruire les souverainetés.
Et comment on détruit les souverainetés? En développant un mythe universaliste, c'est-à-dire que l'Europe, ce serait une abstraction qui rendrait absolument inopérant les identités. Les identités étant un obstacle, les identités européennes, hein, les identités des différentes nations européennes étant un obstacle à la création d'un homme nouveau, comme tous les totalitarismes ou impérialismes, il faut créer un homme nouveau pour justifier un échelon qui n'est pas naturel. Un empire n'est jamais naturel chez un être humain. Tous les empires ont une idéologie très forte, fondée sur des abstractions, que ce soit l'islamisme, le communisme, le nazisme, pour faire que les gens, justement, passent d'une identité et de valeurs enracinées nationales, avec une histoire enracinée, à des valeurs de type universel, cosmopolite. Ça prouve bien que être citoyen du monde, c'est pas forcément pacifique. Hein. Les grands empires sont tous cosmopolites. Alexandre était cosmopolite. Alors peut-être pas Hitler, parce qu'il était racialiste, mais à part Hitler, les grands empires sont cosmopolites. Ils ont tous, même les Mongols ont développé des idées cosmopolites avec plusieurs religions pour justifier leur empire multiethnique. Donc ce multiethnicisme, ou qu'on appelle aussi multiculturalisme européen, a débouché sur une pathologie diversitaire, parce que toute idéologie a sa pathologie. Hein, Aristote l'a bien montré, tout système a une sorte de perversion qui exagère. Et donc on est passé d'un universalisme tout à fait sain, un peu presque spirituel, à un cosmopolitisme où ça devient en soi fantastique de détruire les identités, de les mélanger. Qu'on soit un homme fabriqué, qui n'est plus vraiment l'identité, parce que c'est un mélange de tout. Mais c'est une utopie extrêmement dangereuse, parce que les êtres humains, ils ne se mélangent pas comme ça, ils se regroupent, même au Brésil, il y a des quartiers noirs, des quartiers blancs. Il y a un Brésil noir, et au sud, il y a un Brésil blanc. Et le Parlement est blanc. Donc même des pays qui sont en voie de métissage depuis des siècles, ils ne sont pas arrivés. Alors malheureusement, c'est comme l'héroïne par piqûre à partir du 3e coup. C'est pratiquement irréversible. Beaucoup de médecins ont travaillé là-dessus. Il y a pas mal de gens qui ont réussi à en sortir, ils se sont piqués une fois, certains 2, c'est très rare. Admettons, 10, c'est fini. Eh ben c'est pareil. Le terrorisme, il y a un moment où c'est fini. Le juge Trévidic, un jour, nous avions fait une émission ensemble chez M. Hardisson, et il disait quelque chose de très vrai. Il disait, un être humain, à partir de 12-13 ans, à 3 ans, il est déjà fait dans pratiquement tout, mais c'est à 12-13 ans au niveau du conscient, des valeurs, du système représentationnel. À partir de 12-13 ans, ça ne bouge plus pratiquement. Si vous êtes ancré dans la barbarie à 13 ans, que vous avez pris le goût du sang, parce que là, c'est quelque chose que nos auditeurs doivent comprendre. Les gens qui sont éduqués dans la barbarie, c'est un peu comme le porno. Il y a des gens qui étaient outrés, qui trouvaient ça horrible, le porno, la première fois qu'ils en ont vu. 10 ans plus tard, ils sont addicts. Ben, le goût du sang, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui étaient horrifiés à l'idée de voir couler du sang, et à force de s'habituer dans une logique de paranoïsation et d'enfermement, ils peuvent avoir 10 ans plus tard le goût du sang qu'ils ne supportaient pas de voir 10 ans plus tôt. Donc l'être humain est fascinant. L'être humain peut devenir psychopathique alors qu'il n'était pas au départ. Et donc la personne qui est devenue psychopathique, c'est-à-dire que ce n'est pas un psychopathe de naissance, mais qu'il l'est devenu par fanatisation, un peu comme une secte. Hein. Une secte peut prendre quelqu'un de normal. Il n'y a pas que des cinglés dans les sectes. Il y a des gens normaux, mais qui ont été attrapés par un processus très habile de fanatisation, isolation, coupure avec la société. Et là, une fois qu'on est coupé, on le lave le cerveau. Donc voilà, le Trévidic, à mon avis, il connaît bien en tant qu'ancien juge terroriste. Et je connais aussi d'autres juges anciens terroristes qui l'ont confirmé. À partir d'un certain temps, c'est fini. Donc malheureusement, je pense que Guillaume Bigot a raison lorsqu'il propose quelque chose qui choque, qui paraît populiste, mais c'est un chroniqueur et directeur de l'école IPAG, il disait les îles Kerguelen. À un moment, des gens qui sont définitivement radicalisés, puisqu'il n'y a pas la peine de mort, et on ne va pas rétablir la peine de mort juste pour quelques djihadistes, à un moment, il faut les isoler, parce que même en prison, ils sont nuisibles. Et les systèmes démocratiques occidentaux ne permettent pas, en tout cas en Europe, d'isoler quelqu'un tout le reste de sa vie en une cellule isolée. Donc, puisqu'on ne peut pas les empêcher de nuire ni dans la société lorsqu'ils sont libérés, parce que le bracelet électronique, ça ne sert à rien, on peut faire un attentat avec un bracelet électronique, ni en prison où ils convertissent d'autres,
Il reste une seule solution, puisqu'on est humaniste et on ne va pas les tuer, on les met dans des îles, Kerguelen ou autres, ou en Océanie, un îlot où il n'y a aucun moyen de s'échapper, on les nourrit, mais ils seront incapables de nuire soit par le meurtre, soit par le verbe, car c'est des gens qui ont un verbe diabolique. Ils sont capables d'attirer de manière diabolique, on pourrait dire comme un aimant. Ils ont quelque chose de... Ils ont un charisme et un discours extrêmement convaincant. Ils ne sont pas tous des imbéciles. Loin de là. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces gens. Et parfois, je vais même peut-être choquer, ils ont souvent un système assez cohérent. Par exemple, quand ils disent « musulmans d'Europe, si tu n'aimes pas les lois mécréantes, tu ne dois pas rester ici », c'est la grande divergence entre frères musulmans et djihadistes. Le frère musulman, il voudrait le califat, mais il reste ici. Le djihadiste lui répond « sois cohérent, tu n'as pas le droit de vivre sous l'autorité d'un mécréant. Tu dois faire ton hijra et émigrer là où il y a la charia. » Donc le pire, c'est que, je m'excuse de le dire, ça paraît peut-être scandaleux, mais les djihadistes sont cohérents. Ils ont une réelle cohérence idéologique et même géopolitique. Alors, est-ce que M. Macron a été naïf ou a été incapable de lutter contre cette menace? Je dirais qu'il y a deux Macron, de même qu'ils pratiquent en même temps. Ben, là, on pourrait dire que ce n'est pas du en même temps, c'est du successif. Il y a un Macron très naïf sur l'islamisme au début de son mandat, proche de plusieurs intellectuels liés aux frères musulmans ou comiques liés aux frères musulmans. Les noms, ça ne sert à rien de les donner parce qu'on les connaît. Et tout à coup, après plusieurs attentats, ce n'est pas uniquement Samuel Paty, puisque déjà à Metz, déjà en février, je crois que c'était février 2019, le fameux discours de Metz, Macron lance son idée de lutter contre le séparatisme islamiste. Il nomme les frères musulmans, il nomme Erdogan, il nomme les organisations, les grandes centrales qui fanatisent, il les désigne. Ça prouve qu'il a été naïf au début, quelque chose lui a fait prendre conscience du danger, et là, il devient très très intéressant, parce que il devient, après avoir été peut-être le plus naïf avec Sarkozy était très proche des frères musulmans, il les avait mis au Conseil français du culte musulman, après avoir été un des dirigeants les plus naïfs vis-à-vis des frères musulmans, il a été maintenant depuis quelques mois, et depuis l'affaire Samuel, depuis le meurtre, la décapitation de Samuel Paty, il est devenu peut-être l'homme politique qui a laissé son ministre de l'Intérieur donner les coups les plus durs, non seulement aux djihadistes, qu'on a toujours combattus par définition, mais aux coupeurs de langue. Alors, il y a deux questions de votre question. Pourquoi on en est arrivé là? Quelles sont les mauvaises mesures qui font qu'on est en arrivé là? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus en arriver là ou revenir en arrière? On en est là pourquoi? Parce que depuis que, et là c'est pas que lié à l'islam, hein, ou à l'islamisme, ou à l'immigration, depuis que l'Europe culpabilisée par mai 68, CRSSS, l'État égale nation et égale nazisme, depuis que l'Europe n'en finit pas de battre sa coulpe par une culpabilisation pathologique qui fait qu'elle a honte du drapeau, des frontières et même de l'idée même d'État-nation, eh bien il est très difficile d'avoir quelque politique régalienne que ce soit, puisque CRS égale SS, force de l'ordre égale nazi. Donc répression, c'est le mal. Par contre, rébellion contre les flics, c'est très bien vu. D'ailleurs, dans les médias, on voit assez souvent des phénomènes de rébellion contre les forces de l'ordre plus médiatisés que les forces de l'ordre qui matent la rébellion. Rappelez-vous aussi le référendum en Catalogne, toute la bien-pensance du monde a dit c'est horrible, les Catalans sont réprimés, sauf qu'ils avaient fait un référendum illégal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième niveau de raison dans cette première question, la compromission avec l'Arabie Saoudite dans les années 70, 80, 90, et ensuite la compromission avec les frères musulmans, rivales de l'Arabie Saoudite, mais qui ont commencé au départ alliés. Pendant les années 70-80, en Espagne, en Belgique, en France, on a des preuves que les États occidentaux se sont offerts au salafisme saoudien, avec la Ligue islamique mondiale, qui a eu le droit de dispenser son idéologie. Et si un État béni par la France, l'Espagne, la Belgique, en Belgique et en Espagne, ça s'est carrément fait officiellement. On a confié les manuels scolaires des musulmans en Europe à l'Arabie Saoudite, qui à l'époque n'était pas du tout Ben Salman, c'était une Arabie Saoudite très islamiste qui développait le salafisme.
Ensuite, on a fait pareil, non pas avec des États, mais avec une organisation mondiale qui s'appelle les Frères musulmans, à qui on a donné pignon sur rue, parce qu'eux, ils ont été malins, ils ont fait croire qu'ils étaient l'islam non étatique. Face aux États étrangers, nous, les Frères musulmans, on est devenus européens. Parce que les Frères musulmans, leur marque de fabrique, c'est qu'ils sont autonomisés. Ils ne sont pas forcément l'islam d'un État en particulier. Mais bien sûr, il y avait le Qatar derrière eux, et le Qatar a acheté beaucoup d'hommes politiques. Donc après avoir été acheté ou compromis avec l'Arabie Saoudite, on a été acheté, compromis avec des États comme le Qatar qui sponsorisent les Frères musulmans. Et enfin, bien entendu, il y a l'électoralisme. Ce n'est pas forcément le Premier ministre le premier responsable. Souvent, ça vient du bas. Un homme politique, il a besoin de la base pour être réélu, pour gagner les législatives, ou les cantonales, ou d'autres. Donc, il y a les élus qui font remonter en haut le fait que, à Mantes-la-Jolie, en Seine-Saint-Denis, si vous n'avez pas au moins la neutralité des Frères musulmans, si les Frères musulmans vous ont dans le viseur, vous n'êtes pas réélu. Ça peut faire la différence. Ça remonte, et l'homme politique du haut, il n'a pas cautionné, il n'a pas voulu être pro-islamiste, mais il laisse faire localement, en se disant, bon, c'est quelques mairies. N'empêche que quelques mairies, plus quelques mairies, l'immigration augmente. Maintenant, c'est presque toutes les mairies. Dans toutes les mairies, il y a au moins un quartier islamique avec des Frères musulmans. Avant, c'était peut-être 2 villes. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de France, pratiquement. Donc, plus le temps passe, plus l'immigration progresse, plus il y a une islamisation, je ne dis pas ça de manière négative, au sens sociologique, naturel, par les flux migratoires, plus il y a de clientélisme islamique. C'est le fameux calcul horrible du géopolitologue Pascal Boniface, qui disait dans les années 2000, c'est incroyable qu'il ait pu survivre à un tel scandale, il avait fait une note pour le PS, finalement, les juifs aujourd'hui pèsent beaucoup moins que les musulmans, il va fallour passer, le PS a longtemps été très judéophile, il va falloir passer en gros de l'attitude qui consiste à courtiser les juifs, pro-israéliens, ou pas, mais les juifs en général qui aiment Israël, à courtiser les musulmans qui pèsent 10 fois plus. Il a fait des calculs, carrément. C'est abject. C'est un peu comme Mélenchon qui tape sur les Tchétchènes pour séduire les Arabes qui ont été récemment agressés par les Tchétchènes à Dijon. Donc l'électoralisme est très important et tout ça, ça fait une compromission générale et ça fait que pour des raisons pétrolières, de corruption, pour des raisons d'influence, de lobbyisme, d'électoralisme et aussi de je m'en foutisme. Il y a aussi cette explication, il y a des je m'en foutistes. Il y a beaucoup d'hommes politiques puisque, vous voyez, tout est lié, puisque l'État-nation est délégitimé. Depuis 68, c'est RS-SS, l'État est nazi, les frontières c'est le mal. Eh bien, si les frontières c'est le mal et l'État c'est le mal, et tout ce qui est régalien c'est horrible, mais du coup, trahir son État n'est plus mal vu. Et ça, on n'y pense pas souvent. À l'époque de De Gaulle ou de Pompidou, j'ai vécu encore sous Pompidou. J'étais tout jeune, mais je me rappelle quand j'étais très 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 jeune, c'était extrêmement mal vu de se positionner contre la nation. 68 était pas loin, mais il n'avait pas encore fait des petits. Nous, maintenant, dans les années 2020, on a des décennies de 68ardisation des esprits par les universités, par les médias. Donc aujourd'hui, finalement, c'est aujourd'hui le vrai 68. 68 a réussi aujourd'hui, pas à l'époque de 68. Il y avait encore des gens qui étaient formés dans le patriotisme. En 68, la plupart des gens, à part les rebelles des syndicats et de Cohn-Bendit, étaient plutôt patriotes. C'était mal vu de trahir la France. Depuis les années 90-2000, depuis que l'État a totalement été dévalorisé, réduit à Hitlerum, c'est plutôt bien vu de ne pas être... D'ailleurs, c'est tellement bien vu de trahir l'État que si vous défendez la patrie, les frontières, et que vous maîtrisez les flux migratoires, ça fait penser à Le Pen, le pénisation. Donc pour ne pas être le pénisable, eh bien, on est carrément pour l'immigration, contre la sécurité, contre un intérêt national, parce que c'est un truc de facho. De même que le drapeau, même Hollande n'a pas réussi à inciter les Français à mettre le drapeau sur leurs fenêtres. Après l'attentat du Bataclan, il avait dit « J'invite », ce que je trouvais pas mal, « mettez votre drapeau en signe de solidarité, d'amour de la France et tout ». Dans mon quartier, il y a eu un drapeau. C'est-à-dire on est tellement culpabilisé que même quand quelqu'un de gauche veut réhabiliter le drapeau, ça ne marche pas. On a été, le Français, on peut dire que c'est un homme malade qui a été pathologiquement culpabilisé.